Il vient nous livrer les secrets les plus humiliants et toutes les gaffes des humoristes québécois. Voici François Morancy. Je fais des gaffes. Je fais des gaffes. Rien que des gaffes. Des gaffes. Je fais des gaffes. Toujours des gaffes. Des gaffes. Salut François, bienvenue à Salut, Tout le monde en parle. Merci de l'invitation, c'est gentil. Le 22 février prochain, tu vas sortir ton premier livre, Un livre? Oui. Dure soirée, qui raconte certaines épreuves subies par les humoristes sur scène ou en coulisses. Et pour pondre ce bouquin, tu as rencontré les plus grands noms de l'humour au Québec en leur demandant de te raconter des anecdotes où ils ont eu l'air fous, où Exact. ils ont eu l'air caves, ou encore où ils faisaient carrément pitié. Pourquoi? L'idée est venue il y a 6 ans. J'animais un gala juste pour rire. Puis après le gala, en coulisses, on était genre 5-6. Puis il y en a un qui s'est mis à raconter une anecdote où il s'était planté en show. Il avait insulté un boss d'une compagnie sans le savoir. Puis là, tout le monde s'est mis à se relancer. Genre, non, moi, je me suis plus planté que toi. C'était comme un concours de qui a été le plus humilié sur scène ou en coulisses ou à la télé ou à la radio. Puis là, je dis, il y a de quoi faire avec ça. C'est-tu un show télé, c'est-tu des entrevues? Puis je mûris ça. Puis 6 ans après, ben c'est devenu le livre. Qui a subi la pire épreuve et c'était quoi? Jean-François Mercier a m'emmené une de ses histoires. Il y avait un gala hommage à Yvon Deschamps, Juste pour rire, puis il reprenait les unions que ça donne, version moderne. Et il y a eu un blanc, mais un blanc de 1 minute. Oui, j'étais sur le show, je m'en rappelle. 1 minute de blanc, Juste pour rire, Ouais. c'est une éternité, c'est la Incroyable. mort. Ouais. Il a été 6 mois à douter de lui, à se demander, je peux-tu faire ça dans la vie? Est-ce que je suis un choker? Est-ce que je vais faire autre chose? Ça a pris 6 mois à s'en remettre. C'est qui le plus malchanceux? Celui à qui il en est arrivé le plus? Ben, c'est-à-dire, celui qui m'en a raconté le plus, c'est Michel Barrette, parce mon que ce Dieu. gars-là, il a eu 20 vies. Mais Michel Barrette, tu vas le rencontrer dans 1 an. Là. Il va te raconter la même histoire, mais il va avoir ajouté des bouts. Ça finit plus. D'ailleurs, Barrette, c'est un des gars qui m'a sommé d'être dans le livre. En juin dernier, j'arrivais de faire un show à Québec, je roulais sur la 30, et là, il y a une voiture d'époque avec un surf sur le dessus. Fait que c'était pas Charles Serre. Puis il me klaxonne, je vois que c'est Barrette, puis il me fait signe « Colle-toi, colle-toi ». Je pensais que c'était une urgence. Là, on débarque, les 10 roues nous frôlent les oreilles. Il fait écrire un livre bientôt. Oui, sur l'humour. Oui, je vais être dedans. OK? À part de ça, non, c'est ça que je voulais te dire. OK, bye. Il s'en va. Fait que Michel voulait absolument être dans le livre. C'est des histoires sur scène exclusivement? Non, ça ou peut arriver en dans entrevue, les bars à après, à la télé, dans les galas. Les plus absurdes, c'est celle des Chicken Swell. Je l'ai racontée parce que c'est pour moi, c'est l'univers des chicks, parce qu'ils sont tellement toujours dans le champ. À un moment donné, ils vont faire un show à Sherbrooke, ils sont les 3 dans leur voiture avec tout leur linge de show, puis les costumes, puis tout ça. Les gadgets. Les gadgets, puis ils en ont. Fait qu'ils montent à Sherbrooke, c'est l'hiver, ils font une crevaison. Ils se rangent, changent le pneu, vont à Sherbrooke, font le show, redescendent vers 1h30 du matin, font une autre crevaison. Ils se rangent. Fait que là, il est 1h30 du matin, il manque un pneu, ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont pas de vêtements d'hiver. Michel Barrette arrive. Puis la plus proche sortie est à 2 km. Alors là, la décision est prise qu'il y en a un qui reste dans le char et 2 autres iront marcher jusqu'au prochain téléphone. Mais vu qu'il fait froid, ils vont prendre leurs vêtements de scène et de costume pour s'habiller. Fait qu'il y en a un qui met un chapeau de lapin avec des oreilles roses. En guise de mitaine, il met des fausses pattes d'ours. Et l'autre met comme manteau d'hiver une affaire d'homme de l'espace en aluminium avec des antennes, tu sais. Fait que t'as les 2 gars qui marchent, mais qui sont fous furieux parce que là, c'est vraiment pas la bonne journée dans leur vie, mais qui, à un moment donné, éclatent de rire parce qu'ils se rendent compte de l'absurdité de la situation, tu sais. Mais les chicks, c'est de loin ceux qui ont dérapé le plus et pour qui rien n'est jamais simple. Toi, c'est quoi ton expérience la plus humiliante ou la pire? Il y a un bloc à un moment donné sur les tournois de golf qui sont des cimetières d'humoristes. Les gens sont bien chauds rendus au spectacle. Ben, ils sont sous, ils sont là depuis 8 heures le matin, ils ont des coups de soleil d'en face. C'est une crowd généralement masculine plus que féminine. Il y a très peu de femmes. Fait que il y a comme un déséquilibre dans la foule. Le show est imposé. Ils n'ont pas nécessairement choisi. Non, de ils ont voir. rarement choisi de te voir. C'est ça. Puis, il y a un tirage de prix de présence qui n'en finit plus. Toi, tu passes à la fin. Et puis, moi, j'avais juré à ma propre personne de ne plus jamais en faire. René Angélil m'appelle pour son tournoi au Mirage. Ouais.
Bon, je dis, s'il y en a un qui va savoir comment faire un tournoi et un show, c'est bien René Angélil. Erreur. Le Mirage, maintenant, a été rénové. C'est une très belle salle avec une belle scène. C'est vraiment équipé pour faire des beaux shows. À l'époque, c'était plein de petits salons séparés les uns des autres avec des moniteurs télé. Fait que tu avais une salle avec, mettons, 20 personnes qui mangeaient, puis moi, ils me voyaient, tu sais, à travers la télé. Mais j'étais dans l'autre salle là-bas. En arrivant, j'ai dit, OK, je me plante. C'est sûr, ce soir, ça ne marchera pas. Je me plante, c'est certain. Le show a 2 heures de retard. L'animateur est sous. Il me présente, j'arrive. Et là, les 3 personnes dans mon petit salon à moi m'écoutent pas. Je fais 5 minutes de joke qui passent totalement dans le beurre. Après 5 minutes, je fais « Ouais, bonne soirée ». Je mets le micro là et je chaque mon camp. Personne s'est rendu compte de rien. Sauf René Angélil, qui me convoque dans son bureau parce qu'il m'avait payé à l'avance. Ouais. Fait que je sors l'argent, j'ai dit « Tiens, je m'excuse, c'est impossible, je peux pas, je te redonne ton argent ». Et là, il dit « Non, c'est de ma faute, j'aurais dû prévoir. Garde l'argent. » J'ai dit « René, franchement... » Ah, pourquoi il t'avait payé cash? C'est ça Oui. qu'on comprend? OK. Oui. En pesos, c'était peine même. Fait que là, on s'ostine, genre, non, je le veux pas, oui, garde-la. Bon, finalement, j'ai cédé. T'es un gentilhomme. Oui, c'est ça, j'étais un gentleman. Fait que ça a été un 5 minutes très payant, mais à la fois humiliant. Jean-Marc Parent, lui, s'est mis les pieds dans la bouche lors d'un spectacle pour des employés d'une multinationale. Il s'est mis à faire un plaidoyer en faveur des droits des travailleurs et à écœurer les patrons. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, et c'est que c'était un show bon, pour la compagnie, le party annuel dans un aréna plein de monde. Et Jean-Marc, qui improvise énormément en spectacle, se met à jouer la carte du gars qui défend les gars de la shop. Fait que là, évidemment, les gars dans la crowd applaudissent, puis bon, sont très heureux de ça. Puis près de lui, il voit une table de gens cravatés qui suspectent être les patrons. Effectivement, c'est eux autres. Fait que là, il se met à faire des revendications. Vous méritez un meilleur salaire. Ouais! Et puis des TV dans l'usine. Ouais! Puis là, si vous êtes mal payé, c'est à cause d'eux autres. Ouais! Là, il descend, il monte sur la table. Il tasse les ustensiles avec ses pieds. Puis, hey, c'est quoi, toi, ton nom? Robert. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour eux autres? Du marketing. Qui fait du marketing? C'est-tu du niaisage? Ouais! Pour descendre la scène, il dit à un gars, lève-toi. Il se lève, il met le pied sur sa chaise, il débarque. Cette compagnie-là était un de ses commanditaires. Il ne le commandite plus. Mais ça s'est bien terminé pareil, mais il y avait, c'est ça, créé un peu une émeute dans la salle. Tu travailles présentement sur ton 4e one-man show en association avec Evenco, qui est prévu pour 2013. Oui. Là, la nouvelle mode chez les humoristes est d'annoncer ici, sur ce plateau, les billets de leur spectacle en vente au moins 1 an à l'avance. Pas toi? Je suis pas prêt à ça. Non, non, je suis pas. La machine n'est pas encore assez huilée pour ça. Non. En fait, le show n'est même pas écrit, fait que... Mais eux autres non plus, ça les empêche pas. Ouais, non, j'aime mieux, quand je vais l'annoncer, la ligne directrice va être claire, il y a une écriture qui va être sérieusement amorcée. Je veux vraiment, quand je vais l'offrir aux gens, je vais leur offrir quelque chose que je sais qui existe. Je comprends ce que tu dis, puis je sais que c'est la mode, mais je suis pas spécialement à l'aise avec ça. Toi, tu te trouves à être l'humoriste le plus discipliné de toute la confrérie des humoristes. Jusqu'à ce que je rencontre Louis-José. Ah oui? Plus que toi? On s'ostine là-dessus. La première position, vous on a fait discutez? un show ensemble il y a 1 an. On faisait pour une levée de fonds, puis on est allé manger au restaurant. On était là pendant 4 heures. On a parlé d'un sujet, l'humour. On a tout passé, les salles de spectacle, les producteurs, les meilleurs crayons pour écrire, les micros, les spots. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'accotait au niveau de la passion puis de la rigueur. Louis-José écrit, à mon avis, plus de matériel que moi dans une année. Toi, t'écris chaque jour? Pas mal. Ouais. Mais je pense que Louis-José est pire que moi, parce qu'il m'a déjà avoué que dans des parties, il amenait des jokes qu'il voulait tester dans sa poche, puis il allait aux toilettes, puis là, il checkait, OK, je vais tester celle-là. Puis là, il sortait, puis il testait la joke. Puis là, il rentrait aux toilettes, puis il corrigeait sa joke, puis il ressortait. Fait que je pense qu'il est pire que moi par rapport à ça. François, depuis plus de 10 ans, tu t'impliques auprès de la Fondation Marie-Vincent qui vient en aide aux enfants victimes de maltraitance. Tu es porte-parole, tu es membre du conseil d'administration. Pourquoi la maltraitance? Je vais tout de suite dire que c'est pas parce que je suis passé par là. J'ai eu une enfance extraordinaire, j'ai eu des parents merveilleux, j'ai été entouré, aimé, j'ai eu l'enfance que tu es supposé avoir dans la vie, c'est-à-dire j'ai eu du fun. Puis, dans ma tête à moi, j'ai une dette envers ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que c'est une chance.
J'ai pas mérité ça. Je suis arrivé dans un milieu extraordinaire, puis j'aurais pu aboutir l'autre bord de la rue avec un milieu de marde. Puis c'est un départ dans la vie qui est raté pour bien des gens. Puis outre l'aspect affectif de dire, mon Dieu, c'est écœurant quand un enfant se fait maltraiter, bardasser, tout ça, il y a aussi un coût social que les gens évaluent mal. Des fois, quand j'entends des affaires, « Ah, ça me regarde pas, c'est pas chez nous. » Fuck, ça te regarde. Oui. Parce que lui, s'il n'est pas pris en main, dans 10 ans, 15 ans, ce ne sera pas un adulte productif pour la société. Il pourrait même, tu sais, le syndrome de l'abusé qui devient abuseur, c'est pas un mythe, c'est pas du cinéma, ça arrive. Ben, il y a la maltraitance extrême, l'histoire du docteur Turcotte qui a assassiné ses 2 enfants, qui pourrait se retrouver libre en avril. Tu réagis comment? Chez Marie-Vincent, on a toujours mis l'accent sur le traitement des victimes. Souvent, quand il y a des cas graves, les gens de Marie-Vincent se font appeler pour commenter. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec tel gars? On devrait-tu l'envoyer en prison? Êtes-vous pour la peine de mort? Puis à chaque fois, on dit, les abuseurs, ils ont déjà bien du monde qui s'occupe d'eux autres. Occupons-nous des victimes. Puis on a toujours eu ce discours-là de s'occuper de ceux qu'on considère être les cas les plus urgents. T'sais. Que le système judiciaire fasse sa job, puis ils vont en échapper une de temps en temps, j'imagine. Je pense pas que dans des affaires aussi élevées que ce cas-là, s'il y a une réponse facile, intelligente pour tout le monde, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Si je le savais, je serais premier ministre, j'imagine. Là, Pas sûr. Non, pas sûr, non. Fait que c'est... Mais je la rejoins à 1000 %. Tu as parlé de sa pétition, puis je suis de son bord total, là, que on peut-tu penser aux victimes, puis à les aider, ne serait-ce qu'à s'en remettre, pour les remettre sur le chemin, là, pour... Là, ils sont sur l'accotement, là, puis ils pataugent dans la boîte. Là. Tu peux-tu juste faire ça, les remettre sur l'asphalte? T'sais? François, ton livre a pour titre « Dure soirée ». Entrevue, dure soirée. Tu viens à la soirée, c'est un gros con. Tu viens pas à la soirée, c'est tout son... Te souviens-tu d'une dure soirée au resto? À chaque fois que j'ai à goûter le vin, c'est une dure soirée. Pourquoi? Je connais rien dans le vin. Tu me donnes un verre de vin à 20 $ et un à 200, je ne vois aucune différence. Bien, ça arrive des fois, remarque. Ah oui? Oui. Ah, finalement, je connais le vin. La soirée la plus dure que tu as connue lors d'une date? Mais tu sais, la première date, souvent on va au cinéma, tu sais. Puis tu essaies de choisir un film, tu sais pas trop, tu veux une comédie idéalement pour rire, mais tu veux pas un drame trop élevé, mais tu veux aussi un film qui va plaire à la fille. Fait que là, puis je savais que la fille, elle aimait les animaux. Fait que je l'ai amené voir La Marche des pingouins. Tu sais, le documentaire sur les pingouins qui marchent, tu sais, puis elle n'a pas du tout aimé ça. Ça a l'air que c'était un mauvais choix. Elle m'a dit, ça se fait pas pour une première date, un documentaire, c'est les pingouins. Fait que j'ai appris ça. Ça n'a pas marché? J'étais avec 2 ans quand même. Mais tu as fini la soirée en manchot. Non, non. Une dure soirée devant la télé, ce serait quoi pour toi? C'est je dirais les canaux d'information 24 heures. Quand il n'y a pas rien, il n'y a pas rien. Hein. Fait que là, ils sortent faire des vox pops à la température. Pendant la canicule, il fait chaud, hein? Le monde, c'est tu veux qu'ils disent, hein? Oui, il fait chaud. Buvez beaucoup d'eau. Ils disent toujours la même chose. Pendant les grands froids, il fait froid. Hein? Oui, il fait froid. Elle voit un truc pour vous réchauffer. Elle voudra rentrer dedans, maudit cave, tasse-toi. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont 24 heures en nombre. Oui. As-tu besoin de prendre une petite pilule bleue pour passer une dure soirée? Pas encore, Guy. Si oui, je ne le dirais pas à TV le soir. Est-ce que tu restes avec nous? Avec plaisir. Tu passes une dure soirée avec nous? Non, c'est très agréable. OK, merci François. Le livre de François Morancy s'appelle Dure soirée. Après la pause, Section de et Éric Fournier, The Moment Factory.